Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un petit tutoriel pour l'installation du logiciel Jorani, qui est un logiciel de gestion de, on va dire, d'absence, de congé, qui est vraiment très pratique. Et bon, je suis pas un expert d'informatique, mais comme je me suis un petit peu cassé les dents sur l'installation de ce logiciel, bah, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour expliquer aux personnes qui voudraient passer moins de temps que moi et qui sont peut-être encore moins sachantes que moi, en particulier sur les machines Linux. Donc on va faire l'intégralité de l'installation, hein, vraiment de A à Z. Je me suis fait des petites fiches. Et je vous propose de commencer directement en se créant une nouvelle machine virtuelle sur laquelle on va installer le système d'exploitation Debian. Alors, au système d'exploitation Debian, pour le télécharger, euh, il faut chercher sur n'importe quoi, Debian, il faut chercher le live, l'installation live standard. Hop, voilà, on a les Debian Live Install. Ici, on va descendre un petit peu, on va demander voilà, les images ISO voilà, pour pouvoir utiliser ça sur les périphériques. Là, vous avez le lien de téléchargement BitTorrent si vous préférez le BitTorrent, mais pour moi, j'ai plutôt l'habitude de télécharger directement. Et puis ensuite, ici, alors il y a une papardelle comment ça s'appelle, d'images en particulier avec les, euh, les interfaces graphiques, hein, GNOME, KDE, etc. Moi personnellement, je m'embête pas. Je télécharge la standard ISO. Voilà. Et de toute façon, après, si vous voulez les interfaces graphiques, vous pourrez les télécharger directement sur Internet pour les installer. Donc bon, je vais pas le télécharger parce que moi je l'ai déjà fait, mais c'était pour vous montrer un petit peu où est-ce qu'on va chercher l'image du CD. Après, moi, je travaille avec VirtualBox. Bon, j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui sont plutôt pro ESX, mais voilà, c'est chacun sa préférence. Alors, je vais créer une nouvelle machine, donc on va faire un plus. Non, c'est pas ça, désolé. On va faire. Qu'est-ce qu'il me fait? Ok, c'est pas grave, on recommence. Voilà. Alors, on va faire fichier. Vous devez voir nouvelle machine. Non, c'est machine. Voilà, nouvelle machine. Ok. On va lui donner un nom. Je vais l'appeler de manière très originale Jorani. Ok. Où est-ce qu'on va mettre les fichiers de cette machine? Voilà, là, Linux. Par contre, c'est pas une Linux Oracle que je vais installer, c'est une Debian 64 bits. Ici, on va lui donner de la mémoire. Bon, en vrai, 1 giga, ça devrait être largement suffisant, mais comme j'ai pas envie de me prendre la tête et que j'ai de la RAM sur mon PC, je vais prendre large, je vais mettre 4 gigas. On fait suivant les disques virtuels. Voilà, on va utiliser le disque classique, dynamiquement alloué pour pas qu'il prenne toute la place d'un coup. Pareil ici, il n'y a pas besoin d'énormément de place, mais pareil, comme j'ai de l'espace disque, je me prends pas trop la tête, je vais mettre une trentaine de gigas, mais c'est bien plus que nécessaire. On va créer le disque virtuel. Il me l'a créé là, il s'est passé quoi encore? Oui, c'est bon. Ok, très bien. Maintenant, je vais démarrer ma machine et il va me proposer de mettre un CD virtuel dans la machine. Voilà. Et là, je vais pouvoir choisir quel CD j'ai envie de mettre. Donc, vous voyez ici, j'ai déjà mon Debian Live. Si vous l'avez pas dans la liste ici, vous pouvez cliquer ici sur le petit bouton, aller chercher avec le bouton plus ici le fichier de l'ISO que vous avez téléchargé. Et en fait, ça s'ajoutera à votre bibliothèque ici et vous pourrez le sélectionner et faire choisir. Voilà. Et on va démarrer. Voilà, alors quand ça démarre, la première chose c'est que, oui, bon, ça on s'en fout, c'est pour dire que c'est la touche contrôle droite pour sortir de la machine virtuelle. On va choisir le Graphic Installer Debian, voilà, et à partir du moment où on va choisir le Graphic Installer, on va pouvoir utiliser la souris. Voilà, alors on va choisir la langue, donc bon, français pour moi, de France, soit, avec un clavier français, de préférence pour éviter de galérer un peu trop. Là, il va préparer un petit peu ses composants. Un petit peu après, il va aussi chercher le réseau. Donc voilà, moi je suis connecté de manière filaire, mais ça marche aussi en Wi-Fi à ma box. Donc la box, elle a son DHCP qui va tout de suite me donner l'adresse IP et la passerelle nécessaire, et le masque de sous-réseau. Voilà, la configuration a réussi. On va donner un nom à la machine. De manière très originale, je vais l'appeler Jorani, hein, comme le nom du logiciel. Domaine, bah, j'ai pas de domaine, je suis chez moi à la maison, hein. Mot de passe, alors là il va falloir mettre
un mot de passe sur la machine, sur le compte route. Voilà, donc ça, ce sera pour le compte administrateur. On continue. Voilà. Nom complet du nouvel utilisateur. Alors, on peut mettre un autre utilisateur. Donc, on peut dire par exemple, voilà, Spotty. On s'en fout, c'est un surnom. Spotty. Un mot de passe. Évidemment, il faut que ce soit le même, hein, sinon c'est moins drôle. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il détecte les disques, ok. Il fait son petit boulot. Voilà. Alors, là, bon, les experts de Linux feront un petit peu ce qu'ils veulent avec les différentes partitions. Moi, personnellement, je suis un amateur, donc voilà, je vais utiliser le disque en entier. Bon, il me propose de choisir le disque, c'est très bien, c'est celui-là. Je vais tout mettre dans une seule partition, mais effectivement, il y a on va dire les plus experts d'entre vous pourront décider qu'est-ce qu'il veut mettre dans chaque partition. Voilà, une fois qu'il m'a proposé des choses, ben voilà, terminer le partitionnement, allez hop. Faut-il appliquer les changements? Ça c'est le piège à con, faut mettre oui, hein. Et on y va. Sinon, si vous mettez non, bah, il boucle. Donc vous avancerez pas. Donc là, il va installer le système. Alors ça peut être plus ou moins rapide hein, selon votre disque dur et sa technologie, hein. Bon, sur un disque à plateau, ce sera forcément plus lent que sur un disque SSD, qui sera lui-même plus lent que sur un disque SSD M2, hein. Bon, il y a un petit temps mort. Allez, allez. Ok, voilà. Donc, faut-il utiliser un miroir sur le réseau? Donc, il va vouloir aller chercher des mises à jour, des choses comme ça. On va lui dire oui. Si, bon, je suis en France, donc il va chercher le point le plus proche de la France. Voilà, bon, debian.org, ok. Un mandataire HTTP, ben, chez moi, j'en ai pas. Donc bon, et si vous savez pas, en général, laissez vide. Ça devrait se régler tout seul. Voilà, donc là, il télécharge. Ok. Maintenant, est-ce que je veux installer le programme de démarrage Grub sur le disque principal? Ben, si vous savez pas, mettez que oui. Continuez. Choisissez votre disque ici. Voilà, et continuez. Alors, il finalise un petit peu, l'installe. Puis après, on va un peu taper dans le vif du sujet. Ok, l'installation est terminée. Alors, en théorie, sur un PC physique, il faudra enlever le disque, mais VirtualBox, il le fait automatiquement. On peut cliquer sur continuer pour finir. Et après, on va enchaîner un petit peu les installations pour pouvoir utiliser Jorani. Ok, donc là, il redémarre. Alors, bon, on a vu un petit fail au démarrage, vous allez comprendre un peu ce que c'est. Donc là, je vais commencer en me connectant. Alors, il y a des gens qui me diraient que c'est pas bien, mais bon, c'est pas grave. Moi, je me connecte en route pour pas trop me prendre la tête. En fait, toutes les commandes, enfin, beaucoup de commandes que je vais exécuter à partir de maintenant auront besoin si on n'est pas root, de commencer par un sudo pour dire voilà, je veux faire ça avec les droits administrateurs. Donc pour pas trop me prendre la tête, moi je le fais directement, enfin je me connecte directement en root et comme ça j'ai pas besoin de mettre le sudo.
La première chose qu'on va faire, c'est déjà, on va essayer de se mettre à jour. Alors en théorie, pendant l'installation, il s'est déjà mis à jour, mais on va essayer quand même. Donc on va faire un apt update. Ça va permettre de voir pour mettre à jour la liste des, comment dire, des paquets, des logiciels, si vous voulez, avec leur dernière mise à jour. Et puis ensuite, apt full upgrade. Voilà, ça c'est pour voir s'il y a des choses à installer. Et là, il nous dit bah, zéro mise à jour, zéro nouveau installé. Ok. Ensuite, on va installer un firewall qui s'appelle UFW. Donc pour installer un logiciel, apt install, et puis ensuite le nom du logiciel ou le nom du paquet, pour être précis. Hop, donc UFW. Là, il me dit bah, il y a 3700 kilos, c'est-à-dire 3 mégaoctets, hein, c'est un titre MP3 hein, à installer. On va dire oui. Ok. Ok, donc ça très souvent quand on installe des logiciels comme ça, ben, il va nous demander de confirmer. Alors, on va essayer de résoudre le petit problème, et ça c'est un peu Sioux, un petit problème sur Debian 11, le Debian 11 que je viens d'installer, c'est que, alors je sais pas, alors si on regarde un peu le statut du réseau en faisant système ctl status networking, voilà, point service. Et bien là, on se rend compte, voilà, failed, et puis on voit qu'il y a un petit souci. Bon, alors, en fait, ce petit souci, je sais pas pourquoi, c'est une connerie, il y a un fichier qui sert à rien, et qu'il faut absolument retirer. C'est le fichier qui est dans /etc, /network, /interface. Alors pour ceux qui ne savent pas, avec la touche tab, on peut finir les mots quand il y a une seule option. Voilà, donc là je suis dans ce dossier-là, et puis si je fais un ls-l pour voir le contenu du dossier, il y a un fichier qui s'appelle setup. Et si je fais nano setup pour... est-ce que j'ai nano là-dessus? Oui. Nano setup pour voir ce qu'il y a dedans, bah vous voyez, en fait, on dirait un fichier de configuration d'interface, c'est-à-dire de carte réseau. Et avec notamment une interface ici qui s'appelle ETH0, sauf que moi j'ai pas de carte réseau qui s'appelle ETH0, on va le voir un petit peu plus tard quand on fixera l'IP fixe. Donc en fait ce fichier il vient juste foutre la merde, donc solution, on fait rm pour supprimer le fichier, rm setup, paf, et vous allez voir, je vais rebooter la machine, commande reboot. Alors si vous n'êtes pas en route, ça sera sudo reboot. Vous allez voir que la ligne rouge là, elle a disparu, et donc voilà, là déjà j'ai plus le petit affichage en rouge. Et si maintenant, bah attendez, j'ai pas besoin de le taper, c'était une de mes dernières commandes, avec la flèche du haut, je dois pouvoir la retrouver, voilà. Et voilà, nickel, j'ai juste à supprimer ce fichier de merde. Bon, ça, c'est bon, c'est fait. On continue. Maintenant, on va installer. Alors, ça, c'est si jamais vous avez besoin des outils VirtualBox, si vous êtes en environnement d'entreprise et que dans votre entreprise, on utilise ces outils-là, on peut installer les outils VirtualBox. Alors, je vais vous montrer parce que j'ai cherché, donc comme ça, ce sera utile. Donc, apt install, comme d'habitude. On va commencer par installer des outils qui sont utilisés pour installer les outils VirtualBox. Donc le premier c'est build-essential. Voilà, on va les faire. Ouais, non, on peut les faire un par un ou on les fait les trois en même temps. Donc d'abord il y a build essential, ensuite il y a Linux, désolé hein, j'ai mes anti-sèches, headers, et le dernier, alors Linux headers tiré, et puis alors là c'est un peu Sioux aussi, il faut faire un alt 7, hop, suivi d'un espace pour faire les deux petites côtes là à l'envers. Parce que là, ce qu'on va faire, c'est que on va exécuter une commande qui s'appelle uname-r. C'est pour pouvoir avoir le Linux header de la distribution, c'est-à-dire nous, Debian 11. Et pour récupérer le Debian 11, en fait, c'est la commande uname-r. Et il y a un dernier truc à installer, c'est DKMS. Voilà. Bon, donc en fait, là, tout simplement, il dit build essential est déjà la version la plus récente, DKMS est déjà la version la plus récente, et Linux header passé en installé manuellement. Bon, donc en fait, il y avait tout qui était déjà disponible d'après ce que je comprends. Maintenant, il va falloir qu'on monte le CD invité, mais avant de le monter, il va falloir préparer un dossier où le monter. Donc on va faire un mkdir-p/mnt cd-rom. Je ne maîtrise pas du tout ce dont je suis en train de vous parler. J'ai juste suivi les procédures sur le site de, comment il s'appelle, de VirtualBox. Et en fait, là pour l'instant, juste on vient de créer un dossier
sur lequel monter le CD-ROM. Et ensuite, on va faire le montage. Mount. Alors, le CD-ROM, il est dans /dev/CD-ROM. Ouais, bah alors attendez, il faut insérer d'abord, excusez-moi, il faut insérer d'abord le disque invité. Donc, on va dans périphérique, insérer l'image CD. Voilà. Et ensuite, on fait mount /dev/CD-ROM. Et ensuite, où est-ce qu'on le mount? Dans /mnt/CD-ROM. Voilà, monter en lecture seule, parce que la source est protégée en écriture, c'est normal, c'est supposé être un CD. Voilà, donc c'est tout à fait normal. Maintenant, on va aller dans ce dossier-là, /mnt/CD-ROM. Oui, j'ai oublié le slash devant, c'est pour ça qu'il n'arrive pas à me le compléter. Donc /mnt/CD-ROM, voilà. Et là, si je regarde avec ls-l les fichiers, en fait, on va exécuter le fichier qui s'appelle vbox linux addition.run. Donc on va faire sh vbox. Alors attendez, vbox linux addition .run. Voilà, donc là il est en train d'installer un petit peu ses modules. Ça prend un peu de temps. Mais en général ça marche. Voilà. Donc là il dit qu'il faut redémarrer pour que ça fonctionne correctement. Bah, on va faire un reboot, hein. On va redémarrer la machine. Et je vais vous montrer comment vérifier que ça fonctionne effectivement. Allez l'ami, rends-moi la main. Alors, pour vérifier que ça fonctionne, il faut faire un lsmod. Pareil, ça aussi je maîtrise pas, mais j'ai vu ça sur le site de VirtualBox. Si vous arrivez à avoir la ligne VBox Guest avec voilà le numéro qui chez moi est à 6 chiffres suivi d'un numéro à 1 digit. Bon, je sais pas si ça peut varier, mais en tout cas, si vous voulez, si ça retourne un élément, ça veut dire que les outils invités sont bien en cours d'exécution. Voilà. Ok. Autre chose qui va être utile, même si ce n'est pas, on va dire, essentiel pour Jorani, hein, c'est la mise en place d'un SSH pour pouvoir accéder à la machine. Donc on va installer SSH, on va faire apt install, et on a le logiciel qui s'appelle OpenSSH-server. Voilà. Donc il nous demande, voilà, il y a un méga 8, est-ce qu'on veut l'installer? Oui. On y va, il fait son install. Ok, il a fini. Alors, maintenant, l'étape suivante, c'est de s'assurer que c'est bien démarré et de s'assurer que tout fonctionne bien. Donc, on va faire un systemctl status et ensuite SSH. On voit qu'il est actif. Super. On va s'assurer que il est bien activé. On va faire enable SSH. Voilà. Donc, bon, il a exécuté la commande. A priori, tout va bien. Et dernière chose, il faut qu'on dise au pare-feu de permettre le passage du SSH. Donc UFW allo SSH. UFW, c'est le logiciel du pare-feu. Voilà, donc les règles ont été mises à jour. Il y a une dernière chose, alors il y a plein de gens qui vous diront que c'est pas bien, mais bon, moi voilà, je suis pas dans un environnement, on va dire, dangereux, donc je me permets des choses que je ne devrais pas. C'est de permettre de faire un SSH directement en tant que root. Pour faire ça, on va faire nano /etc /sshd underscore config. Voilà. Nano, ça va nous ouvrir avec un éditeur de texte. Voilà, on arrive dans ce fichier-là. Et dans ce fichier-là, il y a un endroit où on précise. Alors, il est où? Il faut des. Ah bah, je suis déjà arrivé au bout. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah oui, c'est une ligne qui est commentée. C'est permit root login. Alors, attendez. Il est où permit root login? J'aurais dû noter le numéro de ligne, ça aurait été utile, mais il est pas très bas. Attendez. Où est-ce que je l'ai vu?
Là, voilà, le permit root login, ok, il est à quelle ligne? Il est à in34 par défaut. Donc voilà, ici, et à la place de prohibit-password, c'est-à-dire on interdit la connexion avec un mot de passe, on va remplacer par un to bet yes. Je fais un CTRL X pour dire de quitter. Il me demande est-ce que vous voulez sauver? Je vais faire O pour oui. Il me propose le nom du fichier, je garde le même, je fais entrer directement. Voilà. Si on veut que ça marche tout de suite, eh bien il faut redémarrer le SSH. On en aura usage un petit peu plus tard. Voilà, ça devrait être bon. Maintenant, il va falloir qu'on installe, on va commencer l'installation de Jorani, il va falloir qu'on installe tous les petits logiciels qui sont utiles pour Jorani. Alors le premier qu'on va installer, c'est Unzip. Enfin, c'est l'équivalent de WinZip, mais ouais, je vais me faire insulter si je dis ça, mais c'est pas grave. C'est l'équivalent de WinZip sur Linux. Donc apt install Unzip. Voilà. Bon là, il m'a pas demandé, je pense que c'est peut-être parce que c'est un logiciel, on va dire, qui est reconnu. Ensuite, apt install, on va installer un logiciel qui s'appelle wget qui permet de télécharger des fichiers depuis Internet. Donc apt install wget. Bon, il y était déjà, très bien, c'est pour ça qu'il me met 0 mise à jour. Ensuite, il faut qu'on installe ce qu'on appelle LAMP. En fait, c'est l'environnement pour le serveur web qui est composé de Apache, qui va, on va dire, gérer les requêtes HTTP, les requêtes Internet, et qui va ensuite les transmettre, on va dire, au programme qui va traiter les pages. Et on va avoir besoin également d'une base de données, on va utiliser une base de données MariaDB, et du logiciel PHP avec toutes ces petites extensions pour pouvoir, on va dire, interpréter le programme Jorani, parce que le programme Jorani est écrit en PHP. Allez, on se lance. Donc la première chose, on va installer Apache 2. apt install Apache 2. Hop. Il y a 8 mégas, franchement on a vu pire. C'est rien du tout ça, vous voyez les 30 gigas que j'ai mis sur la machine, ça sert à rien. Hein. Donc Apache 2, c'est bon, il va falloir le démarrer. Systemctl, pas le démarrer, excusez-moi, l'activer. Enable Apache 2. Apache 2, donc voilà. Ok, il a exécuté la commande, donc tout va bien. Ensuite, qu'est-ce que... Alors, on a des petites fonctionnalités d'Apache à activer, donc on va le faire dès maintenant, avec la commande A2enmod. Et alors il y a un rewrite ici. Ça, je crois que ça permet de réécrire les URL qui sont reçues. Et il y a un autre élément qui s'appelle deflate à activer. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, on peut redémarrer Apache. Donc systemctl restart Apache 2.service. Et voilà, on a redémarré Apache, donc ça devrait être pris en compte. Maintenant, il faut qu'on s'assure d'ouvrir sur le firewall les requêtes qui proviennent du port 80 et du port 443, c'est-à-dire les requêtes qui proviennent des navigateurs, hein, le HTTP et le 443, le HTTPS. Alors pour faire ça, ufw allow, et puis là, on va lui dire in, pour dire les requêtes entrantes, www full, pour prendre en compte à la fois le 80 et le 443. C'est mis à jour. Maintenant, on va installer la base de données. apt install mariadb underscore, alors non, c'est pas underscore, serveur. Excusez-moi, je connais rien par cœur parce que je suis vraiment pas un pro. Là, pour le coup, c'est un peu plus gros, 156 mégas, mais franchement, ça doit être plus petit que le dossier de vos photos de vacances. Ok, voilà, ça y est, MariaDB est installé, et maintenant il faut le paramétrer, et pour faire ça, il faut faire mysql underscore secure underscore installation. Voilà. Alors, enter current password for root. Donc là, il voudrait qu'on mette le mot de passe, qu'on crée un mot de passe administrateur pour la base de données. Donc, je vais lui mettre un mot de passe. Voilà, donc ça c'est le mot de passe administrateur base de données. Ensuite, il dit, est-ce qu'il faut changer pour Unix Socket Authentication? On va dire non. On se connectera avec le root tout à l'heure. Ensuite, est-ce qu'on veut changer le root password? On vient de le définir, donc on va dire non. C'est pas un souci.
Est-ce qu'on doit supprimer l'utilisateur anonyme? Moi je préfère, et je pense que c'est plus sûr de le supprimer, et on va pas en avoir besoin. Est-ce qu'on doit interdire le root login à distance? Bah, à vous de voir. Moi, personnellement, je suis pas dans un environnement très dangereux, donc je vais mettre non. On va permettre de se connecter en route à distance. D'autres personnes, je pense, préféreront ne pas laisser ça, pour des raisons de sécurité. Est-ce qu'on doit supprimer la base de données test? On va dire oui, parce qu'on n'a pas besoin de la base de données test. Est-ce qu'on recharge la table des privilèges? On va dire oui aussi. Voilà, ça va permettre de recharger les utilisateurs. Voilà, ça y est, donc on a un moteur de base de données là qui est prêt à fonctionner. On va pas l'utiliser immédiatement, on va finir nos installations et après, un peu plus tard, on va installer la base de données de Jorani. Pour l'instant, maintenant, le dernier élément de lampe qu'on doit installer, c'est PHP. Et toute sa papardelle de petites extensions. Donc, on y va. apt install php, puis on va en installer un deuxième avec, c'est php-cli. Ah, petite pause, une seconde. Désolé pour l'interruption. Donc, on installe PHP et PHP-cli pour le client. Il y a 4 mégas. Soyons fous. Voilà, c'est relativement rapide. On va voir plein de choses, plein de petites choses à installer, mais très rapide. Après PHP et PHP client, on va installer libapache2-mode-php. libapache2-mode-php. On y va, voilà, ça c'est bon. Ensuite, on continue, on va php-gd. Donc php-gd. Tout ça, ce sont des petits modules en plus à PHP. Bon, ça se fait même pas un méga, très rapide. Ensuite, php-mysql pour pouvoir se connecter aux bases de données MySQL, MariaDB étant une base de données construite sur MySQL. C'est pour ça que d'ailleurs on utilise un MySQL Secure Install. Ensuite, après MySQL, on a curl. Curl qui est je crois que c'est un petit langage ou un truc comme ça. Je connais pas très bien. Voilà, curl qui est installé. Ensuite, on a un truc qui s'appelle intl. Pareil, je sais pas à quoi ça sert, mais ils disent qu'il le faut. Donc on l'installe. Ça va vite, hein. Ensuite, le JSON. JSON, c'est un format d'échange qui est utilisé pour les API en particulier, mais pas que. Ensuite, on a quoi? mbstring. Voilà, donc là pareil, il y a un méga, c'est pas bien méchant. Ensuite, XML. Voilà, s'il y a des choses que vous savez, que vous voulez expliquer, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. J'avoue que moi je suis vraiment pas je suis vraiment pas ouf en Linux. Donc PHP zip, ça je crois que c'est mince. Ça je crois que c'est pour compresser les pages avant de les envoyer ou un truc comme ça. Et ensuite PHP LDAP. Alors les LDAP ce sont les annuaires. Nous on va pas l'utiliser mais bon. Ça fait partie de la procédure d'installation, alors on va sagement le faire. Autre chose qu'on peut installer mais qui n'est pas nécessairement obligatoire, mais en général ça s'installe avec LAMP, c'est le logiciel PHP MyAdmin qui permet d'avoir une interface graphique pour gérer un petit peu on va dire le Apache, MySQL, la base de données et quoi d'autre, et PHP. Bon, on va le faire. apt install PHP MyAdmin. J'ai fait une faute de frappe? Non, c'est bon. C'est un peu gros, 87 mégas, enfin un peu gros, 87 mégas. Tout est relatif. Donc ici, Apache, alors il demande, est-ce qu'on utilise Apache 2 ou LightTPD? On va choisir Apache 2, c'est très bien. Voilà, bon j'avoue je l'utilise jamais, phpMyAdmin, mais bon. Faut-il configurer la base de données de phpMyAdmin avec dbconfig? Je connais pas, ça doit être un paramétrage par défaut, je vais mettre oui. Alors il faut un mot de passe de connexion pour phpMyAdmin. Donc on peut mettre un mot de passe, c'est le mot de passe administrateur. Hein. Voilà, confirmation du mot de passe, donc ouais. Moi j'utilise le même que pour la base de données, mais évidemment les experts en sécurité vous diront que c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. C'est pas grave. Voilà. Donc là c'est top. On a déjà installé une bonne partie de ce dont on a besoin. Maintenant on va vraiment installer Jorani en
téléchargeant les fichiers de Jorani sur Internet. Déjà, la première chose que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur /root, c'est-à-dire le dossier de l'administrateur. Voilà. D'ailleurs, j'y étais peut-être déjà. Savoir le dossier dans lequel on est, c'est pwd. On voit, voilà, maintenant je suis dans /root, c'est bon. Et maintenant, on va télécharger le fichier depuis Internet. Pour ça, on va utiliser le programme qu'on a installé tout à l'heure, c'est wget. Et on va aller chercher l'adresse Internet, tout bêtement, hein, vraiment. Donc c'est sur GitHub. Alors, je vais vous montrer où est-ce qu'on... alors attendez, oui, je vais vous montrer comment on récupère cette adresse. C'est Jorani GitHub. Voilà, ici. Ok, en fait, une fois que vous êtes sur la page GitHub, vous voyez, il y a tous les programmes, les fichiers PHP, etc., qui sont utilisés pour Jorani. Et en fait, ici, vous avez Release. C'est là que vous allez voir les dernières versions. Et donc là, voilà, on a la dernière release stable. Et on doit avoir le lien. Bah, c'est ça. C'est ce fichier-là. Et vous voyez en bas à gauche de ma page, voilà, j'ai l'URL. Donc vous pouvez très bien copier l'adresse du lien. Et puis c'est cette adresse-là, quoi. Sauf que le copier-coller marchera pas sur... ça, c'est pas ça, désolé. Le copier-coller ne marchera pas sur Linux. Si vous voulez utiliser le copier-coller, il faut passer avec il faut faire une connexion SSH avec un outil comme Putty. Voilà. Mais bon, j'avoue que je vais pas me prendre la tête, je vais le copier. J'ai un peu la flemme. Donc github.com/bballet, ensuite /jorani, /releases, /download, /v, alors, il faut activer le pavé numérique, 1.0.0. pas de point, /jorani-1.0, raté, .0.zip. Voilà, et on va voir si j'ai pas fait de conneries. Hop, voilà, il télécharge, il a trouvé le fichier, donc c'est nickel. Si j'avais écrit n'importe quoi, si j'avais mis, j'en sais rien, un A ici, il m'aurait dit que erreur 404, pas trouvé. Voilà, donc là, moi, il a bien téléchargé, tout s'est bien passé. Alors, maintenant, il va falloir que on extrait cette archive zip. Si je regarde là, dans mon /root, j'ai bien mon archive zip qui s'affiche, jorani-1.0.0.zip. Et là, ce que je vais pouvoir faire, c'est, il va falloir que j'extrais ce zip, mais pas ici, pas dans /root, je vais l'extraire dans un dossier qui va s'appeler Jorani et que je vais créer. Donc je vais faire mkdir pour créer un dossier. Ce dossier il va être dans /var/www/html et c'est là que voilà, je vais rajouter Jorani. Comme ça. Hop. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer mon fichier zip. Donc je vais faire mv pour move, j, et hop, il va me remplir tout seul. Voilà, mon fichier Jorani, vers /var/www/html/jorani. Et slash. Et voilà. Et donc là, si je fais mon ls-l, faut pas oublier l'espace, ben j'ai plus rien. Si je vais dans cd/var/w/html/jorani et que je fais ls-l, eh ben je retrouve mon fichier. Et là, ça va pas casser trois pattes à un canard, unzip, et mon fichier, et il va tout décompresser. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Upzip. Upzip, ça n'existe pas, c'est unzip. Voilà, et ben voilà, il extrait tous les fichiers. Voilà, inflating. Ah bah c'est bon, on a tous nos fichiers. Maintenant qu'on a Jorani, il nous faut la base de données. Donc on va créer la base de données. Pour créer la base de données, il faut se connecter sur le moteur de base de données. Donc on va faire MySQL-U pour définir l'utilisateur. On va se connecter en route. Ensuite -P pour dire qu'on va se connecter avec un mot de passe. C'est parti. Alors le mot de passe, c'est celui de la base de données qu'on a défini tout à l'heure. J'espère que vous en souvenez. Et voilà, vous voyez, MariaDB, entre parenthèses non, ça veut dire qu'on n'a pas choisi de base de données encore sur laquelle travailler. C'est normal, il n'en existe pas encore. Hein. On va la créer. Et voilà, j'ai le curseur qui me permet de commencer. Allez, on y va. Create database. If not exist, bon, là c'est un peu sûr qu'elle n'existe pas. Hein. Et on va l'appeler Jorani. Alors faut faire attention parce que avant elle portait un autre nom, mais aujourd'hui
il faut bien l'appeler Jorani. Et il faut finir par le point virgule, c'est important. Voilà, query OK, tout s'est bien passé, il m'a créé ma base Jorani, et la preuve, la prochaine étape, c'est use Jorani. Vous allez voir que le none, entre parenthèses, va devenir Jorani. Donc maintenant, je suis bien passé sur la base de données Jorani. Et maintenant, on va utiliser un fichier c'est un point SQL qui contient tous les scripts avec les, toutes les tables à créer et toutes les informations à créer dans la base de données pour Jorani. Alors ce script, on va faire source, ça c'est pour dire qu'on va utiliser un fichier, et le chemin du fichier, /var /www /html /jorani le fichier SQL, pardon, et /jorani.sql. C'est tout bêtement un fichier qui se situe à cet endroit-là. Et voilà, et donc il a passé toutes les queries, toutes les requêtes, et a priori, tout s'est bien passé. Maintenant, on va pouvoir créer un nouvel utilisateur, parce que Jorani ne va pas se connecter directement avec l'utilisateur root. Jorani, on va lui créer un utilisateur pour qu'il puisse se connecter à la base de données. Donc on va faire create user, et on va l'appeler Jorani, voilà, et on va lui mettre localhost, c'est-à-dire la base de données est sur la même machine que Jorani, identified by, et puis on va mettre le password, donc on va faire Jorani password. Voilà. Ok, point virgule. Là, il m'a créé mon utilisateur, il me dit query ok, tout va bien, et on va dire grant all privileges, donner tous les privilèges, on jorani.étoile, c'est-à-dire sur toutes les tables de la base de données Jorani, to jorani at localhost. Donc en gros, c'est Jorani, l'utilisateur Jorani de la base de données aura accès à tout ce qui concerne la base de données, enfin toutes les tables de la base de données Jorani. Et enfin, pour prendre en compte tout ça, flush privileges. Voilà. Et voilà. Bon, maintenant on a fini, la base de données est créée, elle est prête pour fonctionner avec Jorani. Il y aura, on y reviendra un peu plus tard, il y aura 2 petits scripts qu'on pourra passer pour essayer de résoudre un problème. J'avoue, je les ai jamais utilisés, donc je vais pas le faire tout de suite. Mais à la fin, on reviendra là-dessus, et j'espère pas oublier. Là, pour l'instant, on va faire exit pour sortir. Voilà, donc il nous dit bye, c'est gentil, bye bye. Et maintenant, ce qu'il faut, il ne nous reste plus qu'à faire les petits paramétrages de configuration de Jorani, et après on sera tout bon. Allez, on y va. Alors, la première chose, c'est qu'on va configurer la base de données pour Jorani. Donc on va faire un nano, et non, on va faire plus simple. Là, on est actuellement dans le dossier Jorani. Donc on va aller dans CD application, CDS, je suis pas sûr que ça marche, voilà. Ensuite, on va faire CD config, on va dans le dossier config, voilà, et ça, là, si je fais ls-l, j'ai plein de fichiers de configuration. Celui qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est le config.php, donc on va faire nano config.php. Juste pour info, les fichiers config.php, vous pouvez les modifier sans avoir à redémarrer l'ordinateur ni rien pour pouvoir prendre en compte les modifications. Donc si jamais, par exemple, vous avez un problème parce qu'il n'arrive pas à se connecter à la base de données, vous modifiez directement le fichier PHP, vous actualisez la page sur Internet, et puis ça devrait être pris en compte de manière immédiatement, quoi. Voilà, de manière immédiate. Je parle même plus français. Alors, on va descendre un petit peu. C'est où? Là! Là. Non, c'est pas là. Où sont les informations liées à la base de données? C'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait? Application locale. C'est default hostname. Où est-ce que c'est? Alors là déjà, si on le souhaite, ici on peut modifier, c'est l'identifiant. Jorani en fait il va envoyer des emails à chaque fois qu'il y a une nouvelle demande à valider, des choses comme ça. Donc ça c'est le nom sous lequel apparaît Jorani quand il envoie des emails, et au-dessus c'est l'adresse email apparente qu'il utilise. Donc si vous voulez modifier, vous pouvez, ça mange pas de pain. Par contre, j'aimerais bien. Elle est où ma base de données? C'est pas possible, c'était plus haut que ça. Alors attendez. Non, je suis tout en bas là, c'est pas bon. Alors attendez, on retourne, désolé. J'ai pas noté le numéro de la ligne, j'aurais peut-être dû. Ça c'est l'email, c'est trop bas je pense.
Où est la base de données? C'est pas ça. Bah alors. Ah oui, tiens, au passage, là, on a la langue. Mais c'est normal que... Attendez. Mais oui, c'est normal, j'ai pas ouvert le bon fichier. C'est pas config.php qu'il faut ouvrir, c'est database.php. Je vous prie de m'excuser, on n'était pas dans le bon fichier. Donc dans database.php, voilà, ici, bon, ça nous aura permis de voir les quelques éléments pour la langue et pour le mail. Ici, dans le hostname, on va mettre localhost, c'est-à-dire, en fait, c'est la machine sur laquelle se trouve le, comment ça s'appelle, le serveur de base de données. Donc nous, elle est sur la même machine, on met localhost. Sinon, on aurait pu mettre l'adresse IP de la machine qui va bien. Le username de base de données, bah en fait, ici, avec root, ça marchera pas. On va mettre Jorani. Et pour le password, bah, chez moi, c'est Jorani password. Je sais pas chez vous c'est quoi, mais voilà, c'est le password qu'on a créé pour le compte Jorani sur la base de données. Voilà, et la base de données s'appelle Jorani. Donc ça, c'est cool. Voilà, je pense que ça suffit largement. On va faire CTRL X pour sortir, O pour dire oui j'enregistre, et Entrée pour conserver le même nom. Voilà. Euh, Ok. Alors, si on fait un petit test, je pense que ça devrait marcher. Alors, pour pouvoir se connecter sur la machine, il faut connaître l'adresse IP. Donc pour connaître l'adresse IP, je fais un IP ADDR. Et là, je vois que mon adresse IP... Ah oui, non, ça marchera pas. Parce que je vois que mon adresse IP, elle est en 10.0.2.15. C'est pas du tout sur le même réseau que ma machine physique. Donc, tant que je suis comme ça, je pourrai pas le consulter. Bon, c'est pas grave. On changera l'adresse IP un petit peu plus tard. Ça va pas tarder. On fera le test un peu plus tard. Alors, on a tout de même une modification à faire sur Apache pour pouvoir se connecter sur Jorani. Donc on va changer un fichier de configuration Apache qui est un fichier de configuration Apache qui est dans /etc /apache2 /site enabled pardon / les triples 0 et je fais tab pour pas être embêté. Voilà. Ici, en fait, c'est là où on gère ce qu'on appelle les virtual hosts, c'est-à-dire là, il dit virtual host étoile 80, c'est pour dire tout ce qui vient sur le port 80. Bah, là, par exemple, il définit document route, c'est où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on va arriver quand on appelle le serveur. Par défaut, c'est dans /var/w/html. On va rajouter le /jorani. Comme ça, il ira directement dans Jorani et vous n'aurez pas besoin de mettre le nom de ma machine, http // IP de la machine /jorani. Vous mettrez l'IP de la machine tout seul, ça devrait largement suffire. C'est lui qui va faire la redirection. Et en plus de ça, on a besoin de changer quelques petits paramètres, c'est-à-dire que ici, on va mettre un directory pour le dossier, on va dire /var www/html/jorani. Je regarde mes anti-sèches. Voilà. Et puis, comme ça commence par un directory, ça doit finir avec un /directory. Et ensuite, ici, bon, je fais un tab pour décaler, mais c'est pas obligatoire. Allow override, il y a 2 R, il y a 2 R. Et on va dire all. Voilà. Ensuite, on a order allow deny. Alors ça, je connais, mais alors pas du tout. Et allow from all. Et je dois avouer que pour avoir essayé de regarder un petit peu, ça n'a pas l'air hyper simple les configurations d'Apache, mais bon, c'est une science, faut être formé. Une fois que j'ai fait ça, je fais un CTRL X, O pour enregistrer, Entrée pour ne pas changer le nom du fichier, voilà, et on va redémarrer Apache. systemctl restart Apache 2.service. Voilà, bon, Apache a redémarré. Autre chose, et on arrive vers la fin, hein, courage, on a besoin de donner accès à Jorani à certains dossiers. Sinon, ça marche pas très bien. Donc, on va aller dans le dossier Jorani. Alors, attendez, je fais cd.point pour remonter d'un cran.
dans application, il faut qu'on change, si je fais ls-l, on a un dossier qui s'appelle log, avec au pluriel, logs, et sur lequel seul le propriétaire a les droits d'écriture. On va avoir besoin que Jorani et son utilisateur, qui s'appelle, je crois, www-data, puissent avoir accès en écriture à ce dossier. Donc, si on voulait faire les choses proprement, il faudrait créer un groupe d'utilisateurs sur lequel le groupe aurait accès à, à ce dossier-là, etc. Je vais pas trop m'embêter et je vais donner les accès à tout le monde pour écrire dans le dossier log. Donc pour faire ça, on va faire un chmod 777 du dossier qui s'appelle logs. Voilà. Et on va devoir faire la même chose sur un dossier qui s'appelle upload, mais qui n'est pas au même endroit, il est dans local upload, dans Jorani local upload. Donc je recule d'un cran, cd point point, je suis dans Jorani, cd local, ensuite cd upload. Voilà, et en fait, ici, pardon, c'est le dossier leaves sur lequel... c'est un dossier? Oui, c'est un dossier. C'est le dossier leaves sur lequel on a besoin de changer les droits. Donc chmod 777 sur leaves. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on a encore une chose, on a deux choses à faire. On a la configuration de l'email pour pouvoir permettre à Jorani d'envoyer des emails. Et on a la configuration de l'IP fixe. Voilà, c'est un peu plus chiant, mais on va y arriver. On y va. Alors, la configuration mail, ça se passe dans Jorani cd config. Non, je dis des bêtises. C'est dans cd appli. Ensuite, cd config. Voilà. Et donc, vous vous rappelez là où on avait tous nos petits fichiers là, ben, pour l'email, il y a email.php. Voilà, donc on va ni dans config ni dans database. Cette fois-ci, on va dans email.php. Donc, je fais nano email.php. Et là, alors c'est là que ça va vous casser la tête parce que d'un fournisseur à l'autre, ça peut un petit peu changer. Il va falloir dire comment est-ce qu'on fait pour envoyer les emails. Alors, ici par exemple, j'ai à changer le SMTP host. Donc ça, c'est l'adresse du serveur SMTP de votre fournisseur mail. Donc moi, par exemple, mon fournisseur c'est OVH, mais chez OVH, c'est ssl0.ovh.net. Après, ici, alors il faut savoir, pour OVH, il faut absolument, et je suis resté bloqué là-dessus un bon moment, ce nul là, l'authentification, il faut la mettre à true. Et ce qui est un peu sioux, c'est que sur la droite, le commentaire, il dit que si vous avez un user juste en dessous et un pass qui sont renseignés, ça sera considéré comme true quoi qu'il arrive. En tout cas, c'est ce que j'ai compris, sauf que ça marche pas. Il faut absolument mettre le true pour que ça marche. Voilà. Et ensuite, ici, il faut mettre euh, votre adresse email. Donc là, je mets test, mais il faudra mettre votre vraie adresse email et le mot de passe. Le mot de passe qui va avec votre adresse email pour pouvoir le faire fonctionner. Le port SMTP est également à changer. Chez OVH, c'est 587. Voilà. Et donc, une fois que vous avez fait ça, on verra qu'on pourra tester l'email juste après. Donc je vais faire CTRL X, je vais faire O pour enregistrer. Je ne change pas le nom en tapant sur Entrée. Et si je vais dans CD Jorani, j'ai un des fichiers PHP qui s'appelle testmail.php. Et ben on va le modifier. Donc nano testmail.php. Et ici, on va venir changer la ligne numéro 21 en disant email adresse, et puis là, mon email @gmail.com. Ici, on va mettre une adresse email destinataire qui va pouvoir nous permettre de tester que le paramétrage mail fonctionne bien. Donc c'est vachement bien qu'ils aient pensé à ça, c'est vraiment pratique. Donc voilà, j'enregistre, CTRL X, oui pour enregistrer, Entrée pour pas changer le nom du truc. Et maintenant, il va falloir qu'on s'occupe du paramétrage de l'IP fixe. D'accord? Alors, pour paramétrer l'IP fixe, la première chose à faire, c'est, que je dise pas de bêtises, c'est d'aller de modifier le fichier interface. Donc on va faire nano /etc/network /interface
et je fais Entrée. Voilà. Là, qu'est-ce qu'il dit ce fichier? Alors là encore, je suis pas un expert, mais il dit, j'ai une première interface qui est la loopback. La loopback, c'est celle qui dit, en gros, localhost, vers où est-ce que ça pointe. Donc ça repointe vers moi-même, ça loopback, ça reboucle sur moi. Et j'ai une deuxième interface ici, une deuxième carte réseau, qui est ENP0S3. Vous voyez qu'elle s'appelle pas du tout ETH0, comme je le disais en début de vidéo, dans le fichier setup qu'on a supprimé, il y avait une ETH0. Bah moi, j'en ai pas d'ETH0, la mienne, elle s'appelle ENP0S3. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, voilà, bon, c'est une interface qui s'appelle comme ça, avec une utilisation du DHCP. Le DHCP, c'est, on va dire, le logiciel dans la box internet ou dans voilà, un serveur qui distribue des adresses IP. On va changer ça, on va passer en statique. Et, puisqu'on passe en statique, il va falloir lui définir une adresse, d'accord, un netmask et une gateway, une passerelle pour se connecter à Internet. Donc l'adresse, moi par exemple, je vais 192.168.1. Qu'est-ce que je vais lui mettre? 40 par exemple. Le netmask, c'est ce qui va définir qu'est-ce qu'on voit d'autre comme machine sur le réseau. Donc si je mets 255, 255, 255, 0, ça me permettra de voir toutes les machines qui commencent par 192, 168, 1 point quelque chose. Si j'avais mis 0.0 à la fin du netmask, ça m'aurait permis de voir toutes les machines qui commencent par 192.168. Et ça m'aurait permis d'avoir toutes les valeurs sur les deux derniers chiffres. Donc voilà. Et ma gateway, alors ma gateway c'est 192.168.1.254. Voilà. Alors pour être franc, pour connaître la gateway, une des petites astuces que je vous donne, c'est voilà, vous venez sur ça marche ça? Oui. Vous venez je sais pas, votre PC Windows qui est sur le même réseau. Vous faites un ipconfig et vous voyez, alors il faut que je remonte un petit peu. Voilà, ici on voit mon adresse IP sur ma carte Ethernet, parce que là je suis en filaire 192.168.1, puis là j'ai l'IP 38. Et le masque de sous-réseau 255.0, voilà. Et la passerelle par défaut, c'est la gateway, vous voyez, c'est la 1.254. Donc j'ai pris exactement la même. Voilà. Je fais ça, je fais CTRL X pour sortir, oui pour enregistrer, entrée pour ne pas changer le nom du fichier. Et là, cette fois-ci, bah, je pourrais redémarrer, mais en fait, avant de redémarrer, je vais avoir besoin de changer le paramétrage de ma machine virtuelle. Donc ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais faire un shutdown now, comme ça il le fait immédiatement, plutôt que d'attendre un décompte. Et c'est parti. Voilà. Là, il m'a éteint ma machine, c'est super. Sur VirtualBox, je vais venir ici dans la configuration et je vais aller dans réseau. Alors actuellement, je suis à une configuration réseau qui s'appelle NAT, c'est-à-dire en fait, si vous voulez, la machine virtuelle est un peu planquée derrière mon ordinateur physique. Si je veux qu'il soit considéré, on va dire, comme un autre ordinateur du réseau, il faut que je choisisse plutôt un accès par pont. Et là, c'est comme si la machine virtuelle était un ordinateur à côté de mon ordi et pas caché derrière. Et ici, il faut bien que je m'assure de choisir la bonne carte réseau de mon ordi. Là, j'ai ma carte Wi-Fi, mais là, si je suis peut-être connecté au Wi-Fi, mais bon, peu importe, c'est pas cette connexion-là que je vais utiliser. Je vais utiliser ma connexion filaire qui est celle-là. Voilà. On va faire OK. Et on va démarrer. Et on va voir ce que ça donne. J'ai besoin que ma machine virtuelle soit sur le même sous-réseau, on va dire, que ma machine physique, si je veux qu'elles puissent communiquer l'une avec l'autre. Et je vais avoir besoin qu'elles communiquent l'une avec l'autre parce que sur ma machine physique, qui est équipée de Windows avec mon navigateur, etc., bah, je vais vouloir appeler la machine virtuelle pour arriver à Jorani. Alors, on y va. Donc, je vais me loguer. Bon, même si... voilà. Et là maintenant, on va regarder si je fais IPADDR. Eh bien, là, je vois que sur la deuxième carte, mon adresse IP, c'est bien 192.168.1.40. Et vous voyez qu'il y a un slash 24 juste derrière. Ce slash 24, en fait, c'est le masque qui est codé de manière un peu différente. C'est bien le masque 255.255.255.0. Le truc, par contre, c'est que si je fais un ping 8888, c'est-à-dire j'essaie de contacter le DNS de Google, qui doit être aux États-Unis, j'imagine. Ah, bah ça marche, ok, j'ai rien dit, ça marche très bien. Alors, sachez que moi j'ai eu un petit souci avec cette commande-là.
Et pour que ça fonctionne bien, j'ai dû utiliser une commande qui s'appelle dhclient, comme ça, qui permet, alors je suis pas un expert, mais d'après ce que j'ai compris, de reparamétrer de manière un peu automatique les, les cartes réseau, quoi, et les accès réseau. Et ça a résolu mon problème. Parce que le ping avant ne marchait pas. Mais là, bon, c'est bon, j'ai accès à Internet, ça répond en 14 millisecondes, c'est très bien. Ok, bon, bah maintenant il reste plus qu'à tenter, hein. C'est donc l'adresse IP 40 chez moi. Donc on y va, je vais venir ici sur mon navigateur. Je vais dire http 109.100. Non, n'importe quoi, excusez-moi, ça c'est le boulot. 192.168.1.40. Voilà, je lance. Pof, direct, Jorani, trop beau. On y va. Donc là, vous voyez, bon, il m'a mis la langue anglaise par défaut, ça c'est à cause du, comment ça s'appelle, à cause du paramétrage dans le config.php qu'on a vu tout à l'heure. Et ici, identifiant. Alors, les identifiants par défaut, c'est bbalé, c'est l'initial et le nom. Vous voyez là, bbalé, c'est, comment il s'appelle le garçon? C'est le génie qui a inventé ce logiciel, quoi. Benjamin Ballet. Ah bah c'est un Français. Ah bah cocorico. Eh bien merci, merci Benjamin. Parce que franchement, c'est vraiment cool. Le logiciel, il me sort un peu de la panade. Donc voilà, j'ai réussi à rentrer. On est dans le logiciel, on va pouvoir commencer à l'utiliser. Donc bon, je ne vais pas vous faire un tutoriel sur l'utilisation du logiciel, hein, ça il faudra regarder un petit peu sur internet, etc. Mais en tout cas, voilà, on a quelque chose de fonctionnel et qui marche. Alors il y a un truc qui marche pas par contre, en fait, c'est juste ce bouton-là. Quand je clique dessus, bah, il y a une erreur il y a une erreur qui apparaît. Alors, pour résoudre cette erreur-là, il y a un petit script à passer sur, il y a un petit script à passer sur, comment il s'appelle, sur sur la base de données. Et je vous propose, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, alors déjà, je suis pas sur la machine virtuelle, faut pas tout confondre. Alors, le script à passer sur la base de données, on va se connecter. On va y aller, donc on va dire, alors MySQL, on va essayer de le résoudre, hein. Je ne l'ai jamais résolu, j'espère que ça va marcher, on va tenter, si j'ai un peu de chance. Là on peut se connecter en route, voilà, comme tout à l'heure. Le mot de passe de base de données, pour route, voilà. On va dire use Jorani pour utiliser la base de données Jorani. Voilà, on voit bien entre parenthèses, là, entre crochets, pardon, que c'est bien Jorani qui est utilisé. Et donc, il va falloir passer un petit script qui convertit comment ça s'appelle, des champs, j'ai l'impression. On y va, on va voir ce que ça donne. Alter table, au hot underscore client. Alors, ce texte, je l'ai trouvé directement sur Internet, hein. Convert to caractère 7 UTF-8 MB4 collate UTF-8 MB4 underscore Unicode underscore CI. Je termine par un point virgule comme tout script SQL. Il a l'air de dire que c'est OK. On va tester, on va voir si ça marche mieux. Donc si je clique ici, nickel. Ça a super bien marché. Voilà. Ok, je réfléchis. Est-ce que j'avais autre chose à vous montrer? La redirection, on a fait. Imposer une IP fixe, on a fait. Ah oui, alors si, deux choses à faire. La première, c'est que si maintenant vous utilisez testmail.php, ici, vous mettez l'adresse IP de votre machine et puis testmail.php, eh bien, vous allez arriver normalement, si je dis pas de bêtises, je me suis pas trompé de nom, vous allez arriver normalement sur une fenêtre. Voilà, exactement, c'est bon, ça a marché. Enfin, ou justement, ça n'a pas marché. Ici, on voit le résultat du test pour l'envoi de l'email. Et là, ici, il a dit password command failed, authentication failed. Parce que, en fait, vous vous rappelez, j'ai mis une adresse email pourrie avec un mot de passe pourri. Donc, forcément, ça n'a pas marché. Mais ça vous permet de savoir est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas. Ça, c'est pour l'email. Autre chose qui est super et qu'ils ont fait, ils ont créé Benjamin en fait, parce que je crois qu'il a fait ça tout seul. Enfin, du programme a été fait par lui. Requirements.php, qui est
une page sur laquelle vous allez voir en fait tous les besoins de Jorani pour savoir est-ce que vous avez rempli ces besoins ou pas. Donc par exemple ici, à chaque fois qu'il y a un truc qui est validé comme ça, tout va bien. Un attention, bon, c'est pas bloquant, mais c'est quelque chose qui pourrait être amélioré. Un i, c'est juste une information, bah voilà, ma version de PHP, c'est très bien. Et vous voyez en fait avec la démarche qu'on a suivie, quasiment tout est OK. Il y a ce module gzip que je dois avouer, j'ai pas réussi à faire marcher correctement. Bon, c'est un détail, ça permet d'accélérer un peu le logiciel, mais bon, très honnêtement, voilà, c'est pas vital. La base de données, la connexion est OK, les queries sont OK, les procédures existent bien, etc. Donc voilà, et ça c'est top, franchement, une page requirement.php comme ça sur les logiciels où à chaque fois on galère, c'est top quoi. Voilà. Est-ce que j'avais autre chose avant de vous quitter? Là, on a fait la base de données. Je pense que je vous ai tout dit. Oui, tout a l'air de fonctionner. Écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à la fois sur quelques petites opérations Linux et surtout pour l'installation de Jorani. C'est vraiment un logiciel top. Et, euh, et voilà, j'espère que ça vous aidera. Bon courage, et puis voilà, j'espère à bientôt pour une autre vidéo si jamais je me sens le courage d'installer d'autres logiciels comme ça.